Les phénomènes ont des causes. Ce qui frappe la France aujourd'hui porte un nom et est le résultat de causes identifiables. Ce premier volet est consacré à la définition du mal qui nous frappe et à ses causes. Le second volet sera consacré aux solutions. La France est en guerre avec des musulmans. Elle n'est pas en guerre avec les musulmans, mais avec des musulmans. L'islam est un monde complexe. Il nous faudrait des heures pour y expliquer les variantes chiites, sunnites et à l'intérieur des sunnites les différentes écoles juridiques. Et puis il y a le soufisme aussi. Mais nous sommes en politique et en politique, il nous faut avoir des raisonnements opératoires, des raisonnements qui peuvent déboucher sur des solutions efficaces. De manière simple, je diviserai l'islam en deux. Ce que j'appelle l'islam acclimaté par les nations, par les cultures nationales, par les États, et qui fait que les islams marocains, indonésiens, saoudiens ne sont pas les mêmes. Et l'islam global, l'islam qui est resté fidèle à ses fondements djihadiques, à ses fondements historiques, et qui dit fondement, dit fondamentalisme. L'islam qui refuse de s'inscrire dans les nations, qui ne reconnaît pas ou peu la légitimité au chef d'État, qu'il soit musulman ou non. L'islam qui veut restaurer le califat et établir la loi islamique sur la terre entière. Nous sommes en guerre contre cet islam-là. C'est bien cet islam qui nous fait la guerre, que nous le voulions ou non. Le philosophe Julien Freud écrivait en 1965 « Vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi, or c'est l'ennemi qui vous désigne ». Notre classe politique offre en ce moment le spectacle pathétique du débat « Sommes-nous en guerre ou pas ?» Mais ce n'est pas nous qui décidons de cela, ce sont ceux qui nous attaquent. Évidemment que nous sommes en guerre puisqu'ils l'ont décidé. Revenons à ce conflit entre ces deux camps de l'islam. L'islam acclimaté par les nations et l'islam qui ne l'est pas, qui est l'islam radical en guerre partout contre les autres civilisations, contre les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine, l'Inde, Israël aussi, et les régimes musulmans modérés aussi. Ces deux camps ne sont pas figés. Le nombre de leurs combattants respectifs change à travers l'histoire. Les services de renseignement occidentaux estiment la proportion d'adeptes de l'islam radicalisé de 15 à 25% des musulmans du monde, y compris parmi les musulmans vivant sur le sol européen. Minorité, nous dit-on, certes, mais 15 à 25%. De 1,5 milliard de musulmans, cela veut dire entre 225 et 375 millions de musulmans dans le monde, ce qui, en moins ou en plus, représente le poids démographique des États-Unis d'Amérique. Ce qui, en France, avec 6 millions de musulmans, peut-être beaucoup plus d'ailleurs, ce qui représente entre 900 000 et 1,5 million de musulmans convaincus que l'Oumma est supérieure à leur appartenance à la nation française, convaincus que la charia, la loi islamique, a vocation à se substituer à la loi française, convaincus que le Coran deviendra un jour leur constitution à la place de notre constitution. L'argument du fait minoritaire ne tient donc pas. L'idéologie ressassée du pas d'amalgame est non seulement fausse, mais elle est dangereuse, car la situation est grave, car l'islam fait planer sur la France une menace très grave sur son avenir. Déjà, de nombreux Français sont en train de partir, et pas seulement des Français juifs, parce qu'ils pensent que c'est fichu, que la démographie est contre nous, qu'ils vont gagner. Ces Français ne fuient pas que le socialisme, le fiscalisme, l'étatisme. Ils fuient l'invasion lente et cela, personne ne le dit. Le vivier du terrorisme islamique, c'est-à-dire du passage à l'acte djihadique, est énorme. Il est de l'ordre du million, ce qui ne veut pas dire que nous ayons 1 million de terroristes potentiels sur notre sol, bien sûr, mais ce qui veut dire qu'une 5e colonne puissante vit chez nous et peut à tout moment se retourner contre nous en cas de confrontation générale. Souvenons-nous des refus de servir en Afghanistan de la part de militaires français musulmans. Aujourd'hui, on parle des refus dans les écoles de la minute de silence pour les victimes des attentats récents. C'est la même logique. Pour ces gens, la loi de l'islam est supérieure aux lois françaises. L'allégeance à l'islam est supérieure à l'allégeance à la France. C'est la définition même d'une 5e colonne. Il est probable, et même certain, qu'une majorité de musulmans en France condamnent les attaques qui ont visé les juifs et les policiers, parce que beaucoup de musulmans considèrent qu'elles sont injustes. Mais tel n'est pas le cas de l'attaque de Charlie Hebdo. Les ambassades et les services occidentaux ont rapporté de nombreuses scènes de liesse dans l'ensemble du monde musulman à l'annonce que les caricaturistes du prophète Mahomet avaient été assassinés.
Le sentiment majoritaire chez les musulmans, c'est « ils l'avaient cherché en insultant notre prophète ». Et faut-il rappeler qu'en effet, dans l'islam, le blasphème est puni de mort, ce qui est d'ailleurs appliqué dans de nombreux pays musulmans aujourd'hui, comme au Pakistan. C'est aussi ce qui explique que le Maroc se soit abstenu de participer à la manifestation de dimanche, parce que des caricatures du prophète s'y trouvaient et que pour un roi qui est commandeur des croyants, il n'était pas possible de prendre ce risque politique face à la pression islamiste dans son pays. Soyez-en certains, si les médias français se sont décidés à parler de ce qui s'est passé dans les écoles, où les enfants issus de l'immigration extra-européenne sont nombreux, c'est que le phénomène est malheureusement massif. Alors pourquoi en sommes-nous là? Il faut bien faire le diagnostic juste si nous voulons soigner la maladie. Le contraire de ce que font en ce moment nos médias et les politiciens de l'UMPS. Au niveau mondial, nous en sommes là parce que la globalisation à dominante occidentale, en s'attaquant aux nations, à leur identité, à leur souveraineté, a affaibli l'islam acclimaté aux nations au profit du fondamentalisme islamique, par définition transnational et globalisé. Les politiques américaines et européennes ont détruit ou affaibli tous les régimes arabes qui tentaient de s'imposer au détriment de la charia et ont donc libéré ainsi les forces islamistes. Les gouvernements mondialistes UMPS qui se sont succédés en cautionnant les guerres en Irak, en Libye, en affaiblissant le régime syrien, en isolant l'Iran, portent une lourde responsabilité. Le mondialisme a fait le lit de l'islam radical. Il a fait le lit du fondamentalisme quand il ne le soutenait pas directement par le biais de ses services spéciaux, et ceci parce qu'il est, comme lui, une idéologie globale qui veut tuer les nations. Au niveau national, la situation est la combinaison d'un phénomène quantitatif, l'immigration extra-européenne massive depuis 40 ans, avec un phénomène qualitatif, le réveil de la conscience islamique de nombreux musulmans en France. Nombreux, en effet, sont ces musulmans qui sont passés dans le camp de l'islam global, ce qui rend totalement impossible leur assimilation. Les partis politiques et leur soutien médiatique qui ont organisé la manifestation parisienne de dimanche sont en fait les premiers responsables de la situation actuelle. Il faut le dire, ils ont organisé l'invasion de la terre de nos ancêtres par une culture étrangère contre laquelle l'Europe, durant des siècles, avait lutté avec lucidité et efficacité. Ils n'ont aucune excuse, car des siècles d'histoire attestaient de ce qui allait se passer. Les Allemands ne pouvaient pas forcément entrevoir ce que le national-socialisme allemand allait produire comme crime inouï, car c'était une idéologie nouvelle. L'islam radical, lui, n'est pas une idéologie nouvelle. Il est en guerre contre les autres civilisations depuis le 7e siècle et cela n'a jamais cessé. Alors on nous dit qu'il faut être optimiste, que cet islam de France traverse une crise à laquelle les éducateurs et les sociologues vont remédier. À cela, je réponds premièrement que je ne ferai jamais confiance pour remédier au mal à ceux qui ont inoculé le mal et encouragé son développement durant 40 ans. Deuxièmement, que la France compte trop à mes yeux pour que je puisse accepter de prendre un risque aussi considérable que la réformation de l'islam, que son acclimatation finale aux valeurs et aux institutions françaises. Il y a peu de chances que cela arrive, tout simplement parce que le Coran est, aux yeux même des musulmans, le verbe incréé de Dieu, qu'on ne peut donc y changer une virgule. Les racines de la violence et du totalitarisme se trouvent dans l'islam même, dans ses textes sacrés, Coran et hadith surtout, comme le disent d'ailleurs de nombreux philosophes musulmans modérés. Je pense à Abdenour Bidar, qui dans une lettre ouverte au monde musulman en octobre 2014, invitait les musulmans à ouvrir les yeux, à comprendre que si le monstre n'est pas l'islam, il est néanmoins dans l'islam, et plus précisément dans ses textes sacrés. Alors, est-ce qu'une vieille nation chrétienne et laïque qui a 1500 ans, la nation des cathédrales, du Mont-Saint-Michel, des Lumières aussi, qui font partie de notre histoire récente, est-ce que cette nation qui a tant compté dans l'histoire mondiale et qui compte encore, devrait livrer son avenir au pari que l'islam va se réformer et que le mauvais génie qu'il a produit va finir par rentrer dans sa bouteille? On nous dit qu'une majorité de musulmans est pacifique. Certes, mais une majorité d'Allemands l'était avant 1933 et le national-socialisme allemand. Une majorité de Russes, de Chinois, de Khmers était pacifique avant qu'ils ne réalisent d'abominables crimes au nom du communisme. Quand le totalitarisme s'empare d'une minorité conséquente et active, l'argument de la majorité pacifique ne tient plus.
Je refuse de faire ce pari-là sur le dos de nos enfants et c'est tout le sens de mon engagement au Front National parce que je vois dans le Front National le seul recours possible pour stopper l'islamisation de la France. Nous devons de manière ferme et claire engager la lutte pour la désislamisation de notre pays. Sinon, notre fière civilisation française mourra démocratiquement, comme nous le conte le roman tragique de Houellebecq, lorsqu'une sorte d'Henri IV musulman aux apparences paisibles finira par convaincre une majorité de Français qu'il est la solution de compromis idéale pour sortir du conflit entre l'islam radical et le réveil identitaire.